Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la défense française. En effet, nous apprenons que M. Macron veut envoyer des troupes en Ukraine et tout particulièrement le long du Dniepr, mais aussi peut-être le long de la Biélorussie, donc en collaboration avec Le Point, en référence bien entendu, et puis avec des données de sources ouvertes sur Internet. Eh ben, nous allons faire un peu le point sur nos forces, nos atouts, nos faiblesses et surtout les risques que tout cela pourrait entraîner. Car bien entendu, je ne suis pas du tout d'accord avec Xavier Titelman qui nous indique que cela pourrait permettre d'être un barrage pour l'armée russe, puisque l'armée russe n'accepterait pas de nous attaquer et donc ça permettrait en fait compte de sanctuariser la partie ouest de l'Ukraine. Bon, oui, sauf que si les Russes attaquent les forces françaises qui se trouvent sur le Dniepr, et bien là, à ce moment-là, il y a un risque de généralisation du conflit, peut-être la disparition de la France dans l'OTAN, puisque à ce moment-là, eh ben, les autres pays de l'OTAN pourraient demander à ce que la France sorte de l'OTAN. Et puis, ça pourrait être également, malheureusement, un élargissement du conflit. Alors, 2 ans après l'invasion de l'Ukraine, Emmanuel Macron se pose en chef général en chef de l'Europe. Alors, cette petite vidéo pour vous donner l'état des forces, les capacités réelles de l'industrie d'armement. Tout cela, bien entendu, provient de sources ouvertes dont les sources seront indiquées dans les commentaires. Alors, le monde a changé, la France doit repenser et reconstruire son système de défense. Churchill aimait à rappeler qu'il faut prendre l'événement par la main avant qu'il ne vous saisisse à la gorge. Il nous faut donc préparer malheureusement la guerre avec les empires autoritaires, la Russie en tête, si nous voulons l'éviter. Qui prépare la guerre, prépare la paix. Et préparer la guerre telle qu'elle se fait, non celle du début du XXIe siècle, où toute menace vitale avait disparu, ou celle que l'on projette des fonds marins à l'espace en passant par l'Indo-Pacifique pour éviter d'en affronter les réalités en Europe. La défense de la France se trouve dans l'attente d'une vision, pour moi, et d'un cap, qui ne peuvent être définis que par le président de la République. Or, Emmanuel Macron, président de la République française, s'est décrédibilisé en évoquant le 26 février 2024 la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine avant de se contredire en expliquant que la France excluait de se trouver en situation de belligérance et de contribuer à une escale avec la Russie, avant de revenir de nouveau sur ses propos ce matin dans son interview. Il a par ailleurs laissé entendre que des forces spéciales françaises se trouvaient en Ukraine, ce qui est extrêmement grave pour un président de la République d'indiquer cela, et qui met en danger ses forces spéciales, mais aussi la totalité de la nation. Ces déclarations totalement improvisées ont provoqué la stupéfaction et la consternation chez la plupart de nos alliés au sein de l'Union européenne et de l'OTAN. Certains s'en sont clairement désolidarisés, rappelez-vous, la semaine dernière, avec les différents communiqués des pays de l'OTAN. Joe Biden a rappelé qu'il se refusait d'autant plus à déployer des soldats américains en Ukraine que Kiev n'en a jamais fait la demande et que les besoins prioritaires portent sur la livraison de matériel et de munitions pour lesquels, jusqu'à la signature du récent accord bilatéral prévoyant 3 milliards d'euros d'aide en 2024, la France figurait au dernier rang. La polémique a tourné à la brouille avec le chancelier allemand, Olaf Scholz,
lui-même très affaibli par l'amateurisme de l'état-major de la Bundeswehr. Il débat de l'emploi de missiles Taurus en Ukraine sur des réseaux non sécurisés. La discorde parmi les alliés fait ainsi le bonheur de Vladimir Poutine. Les errements d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine s'inscrivent dans une longue série de décisions hasardeuses qui témoignent de son incompréhension de la stratégie et des questions militaires. Le choix réactionnaire d'un ministère des armées en lieu et place de la défense et de la sécurité nationale renoue avec les années 1930 et exprime le déni d'un monde où la sécurité n'est pas seulement militaire, mais globale. Le limogeage du général De Villiers en 2017 fut la première expression d'un autoritarisme et d'un culte de l'arbitraire qui méprise la compétence comme les principes républicains, dont les diplomates éprouvèrent à leur tour le caractère tyrannique en voyant leur corps supprimé pour avoir rappelé la véritable nature du régime russe et mis en garde contre la volonté illusoire de créer un partenariat avec Poutine. La proposition d'intervenir en Ukraine vient après le dialogue surréaliste poursuivi pendant des mois avec Vladimir Poutine à la suite de l'invasion de l'Ukraine et la déclaration d'octobre 2022 contraire à la doctrine de la dissuasion, selon laquelle une frappe balistique russe contre l'Ukraine n'engagerait pas les intérêts vitaux de la France. Le même amateurisme a précédé, après les massacres du 7 octobre, à l'improbable invitation à constituer une coalition contre le Hamas inspirée de celle contre l'État islamique, qui a été unanimement rejetée par Israël, les pays arabes et nos partenaires et alliés. Sous ces revirements et ces incohérences pointe le divorce entre les mots d'Emmanuel Macron et les engagements qu'il souscrit. D'un côté, les réalités stratégiques, de l'autre, les capacités effectives de nos armées, mais aussi l'instrumentalisation de la défense au service de la politique intérieure et de la lutte contre le rassemblement national. Ce pari est irresponsable. Alors qu'elles n'ont pas encore soldé la débâcle africaine, nos armées ne sont en effet pas en mesure d'intervenir en Ukraine ou d'assurer les garanties de sécurité qui ont été apportées à la Grèce ou à la Moldavie. Elles ne sont pas non plus prêtes à affronter la véritable menace qui pèse sur notre pays, à savoir une guerre de haute intensité avec les empires autoritaires tels que la Russie de Vladimir Poutine ou la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, dont le statut de membre de l'OTAN n'est pas le moindre des paradoxes. Et ce, faute d'avoir intégré le changement d'air provoqué par l'invasion de l'Ukraine comme les leçons des conflits armés récents de l'Ukraine à Gaza en passant par le Sahel et le Haut-Karabakh. Un système de défense résulte de la combinaison d'une posture stratégique, d'un modèle d'armée, d'une base industrielle et d'un esprit assurant la mobilisation de la nation. Pour la France, il a été redessiné après la chute du mur de Berlin par le livre blanc sur la défense de 1994 et le plan armé 2000. La conviction alors fondée qu'il n'existait plus de menace existentielle sur la population et le territoire national a conduit à des choix tranchés, basculement vers une armée professionnelle, maintien de la dissuasion nucléaire ramenée au strict seuil de suffisance, constitution d'un noyau de forces conventionnelles déconnecté de la dissuasion et spécialisé dans les opérations extérieures, ce qui délègue implicitement la sécurité de l'Europe à l'OTAN, comme l'a acté en 2009 la réintégration de l'Alliance au sein de la structure militaire intégrée. Transfert de la sécurité du territoire national à la gendarmerie. Combinaison
d'un petit volume de force avec des matériels de haute technologie en nombre très limité afin de préserver les bureaux d'études des industriels pour éviter le décrochage technologique. Et ce, au prix de la désindustrialisation, de la délocalisation de la fabrication de poudre, de munitions ou d'armes légères et du fort affaiblissement de la filière de l'armement terrestre. Cette posture de défense définie dans la dernière décennie du XXe siècle n'a pas été modifiée dans ses principes, y compris par la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030. Elle n'a fait l'objet que d'ajustements à la marge, notamment pour tenter de suivre le progrès technologique dans les domaines du numérique et du cyber. Dans le même temps, la défense a supporté la quasi-totalité des ajustements budgétaires jusqu'en 2015, ce qui a entraîné une fonte des effectifs et la multiplication des impasses dans des capacités clés telles que les drones, où nous sommes totalement exsangues, alors qu'il y a des pépites en France, les hélicoptères, le transport aérien, les frappes en profondeur ou la défense antiaérienne. Ce système, conçu pour la gestion de crise et non pour la guerre de haute intensité, est caduc. Nous le voyons en Ukraine. Il a volé en éclats dans les années 2010 avec la vague d'attentats islamistes qui a mis en évidence la vulnérabilité de la population et du territoire national, puis le retour de la guerre en Europe. Le basculement s'est effectué dès 2014 avec l'annexion de la Crimée par Moscou et son intervention au Donbass, mais a été volontairement ignoré jusqu'à l'invasion de l'Ukraine. Simultanément, la France a expérimenté les limites de son armée de corps expéditionnaires en étant expulsée d'Afrique sous la pression de la Russie sur le plan militaire, de la Chine sur le plan économique et financier et de la Turquie sur le plan du prosélytisme religieux. L'impasse opérationnelle a été redoublée par la faillite du renseignement qui s'est montré incapable d'anticiper la vague des coups d'État dans le Sahel et a soutenu jusqu'au 24 février 2022 qu'une invasion de l'Ukraine par la Russie était exclue. La défense de la France se trouve aujourd'hui en apesanteur face à la nouvelle donne stratégique. L'invasion de l'Ukraine par la Russie marque l'ouverture de la grande confrontation des empires autoritaires avec les démocraties. Et elle débute sur notre continent. La guerre de haute intensité en Ukraine s'accompagne de la conduite d'un conflit hybride contre l'Europe, transformant le gaz, l'alimentation, l'inflation, les flux de migrants, le cyber, l'information et les partis populistes en armes de déstabilisation massive. Moscou bénéficie de l'appui de la Chine de Xi Jinping, mais aussi de la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, puissance révisionniste qui entend reconstituer l'Empire ottoman autour de l'islam, y compris en Méditerranée orientale avec le projet de la patrie bleue. La conflictualité se diffuse partout dans le monde, qui n'a pas connu autant de conflits armés entre États depuis 1945. La violence s'émancipe des institutions et des règles qui l'encadraient sur fond de course mondiale aux armements avec des dépenses militaires qui ont atteint 2200 milliards de dollars en 2023 en hausse de 9%. À côté des menaces des États-puissances, le péril islamiste, loin de s'effacer, revient en force avec 8352 victimes d'attentats en 2023, soit une hausse de 22% par rapport à 2022, particulièrement en France à la suite des fortes tensions créées par la guerre de Gaza. Les démocraties abordent cette période historique affaiblie et divisée, prise en étau entre leur crise intérieure et les menaces extérieures, avec pour symbole le risque d'une réélection de Donald Trump
qui pourrait marquer la transformation des États-Unis en une démocratie illibérale, la disparition de l'OTAN, avec la remise en cause de l'article 5 du traité, voire la négociation avec Vladimir Poutine d'un nouveau Yalta partageant l'Europe. Quel que soit le résultat de l'élection présidentielle du 5 novembre, l'Amérique ne sera plus jamais celle de 1945. Elle ne veut ni ne peut plus être le garant de la sécurité et l'arsenal des démocraties. Sidérée et tétanisée par l'invasion de l'Ukraine, paniquée par la perspective d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les Européens ont réagi et rompu avec les illusions entretenues autour de la paix perpétuelle et de l'approvisionnement des tyrannies du XXIe siècle par le commerce et la corruption pour engager un tardif réarmement. En 2024, 18 des 31 alliés des États-Unis au sein de l'OTAN rempliront l'objectif d'un effort de défense à 2% du PIB et leurs dépenses cumulées atteindront 380 milliards de dollars. Le Royaume-Uni a porté son budget militaire à 50 milliards de livres, dont 7,5 milliards pour reconstituer le stock de matériel et de munitions. L'Allemagne respectera le seuil de 2% du PIB en 2024 avec un budget de 72 milliards d'euros grâce à l'abondement du fonds spécial de 100 milliards d'euros. La Suède a rétabli le service militaire et rompu avec sa neutralité plus de 2 fois centenaire pour adhérer à l'OTAN en compagnie de la Finlande. Pour sa part, la France continue à asseoir sa posture stratégique sur le statut de puissance d'équilibre, qui n'a aucun sens dans un monde en guerre, où les démocraties font l'objet d'une menace vitale de la part des empires autoritaires. À travers la loi de programmation militaire, notre pays a certes réinvesti dans sa défense, en décidant de lui consacrer 413 milliards d'euros entre 2024 et 2030. Mais il n'a engagé ni un véritable réarmement, ni une transformation de sa posture stratégique et de son modèle d'armée. L'effort financier doit être relativisé car il porte en réalité sur 380 milliards hors inflation et n'atteindra le seuil de 2% du PIB qu'à partir de 2025, alors qu'une majorité d'alliés européens, dont l'Allemagne, le remplissent en 2024. Surtout, la loi de programmation militaire repose sur un contresens majeur puisqu'elle rétrécit le cœur des forces au moment où la guerre revient au cœur de l'Europe. La modernisation trop longtemps différée de la dissuasion nucléaire à hauteur de 7 milliards d'euros par an à travers le lancement d'une troisième génération de sous-marins et la rénovation des missiles M51-3 et ASMPA est salutaire. Mais elle s'accompagne du maintien d'un modèle d'armée conventionnelle de corps expéditionnaire qui fait l'impasse sur la défense de l'Europe. La cible des véhicules blindés Griffon, Jaguar et Serval est réduite de 30%. Le nombre des chars Leclerc rénovés est abaissé de 200 à 160, alors que la Russie en a perdu 2900 en Ukraine. Celui des Rafales de l'armée de l'air est ramené de 185 à 137 et celui des A400M de 50 à 35. La flotte des frégates est limitée à 15, ce qui est notoirement insuffisant. Les armées françaises ne disposeront pas d'essaims de drones avant 2030, alors qu'il existe énormément de petites et moyennes entreprises qui sont capables de les fabriquer. Alors que cette tactique s'est montrée décisive dans tous les conflits récents. Le basculement vers l'économie de guerre effectif en Russie, qui affecte 6% de son PIB et 30% de ses dépenses budgétaires à ses armées, reste virtuel en France. L'industrie française s'est spécialisée dans de la très, très haute technologie et les équipements utiles pour les conflits des prochaines décennies, des avions spatiaux à l'hypervélocité en passant par le quantique,
mais se trouve incapable de produire des armes qui servent dans les conflits actuels. Artillerie, chars, drones. Par ailleurs, compte tenu des aléas et de la sous-tarification des commandes de l'État, elle privilégie les exportations qui représentent plus du tiers de son chiffre d'affaires, 11,3 milliards d'euros sur 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et l'essentiel de ses marges. Le moindre de ces paradoxes n'étant pas que ces exportations sont en quasi-totalité réalisées hors d'Europe. Les déséquilibres de notre industrie sont symbolisés par l'effondrement de la production de munitions, à l'image de celle des obus de 155 mm qui restent limités à 2500 par mois quand les armées ukrainiennes et russes en tirent respectivement 5000 et 15 000 par jour. Sous la houlette de la bureaucratie de la Direction générale de l'armement, DGA, et de la Commission européenne, la défense n'est pas moins étouffée par les normes que l'agriculture. Au nom du principe de précaution incompatible avec la logique des opérations militaires, les vols de drones sont drastiquement limités sur le territoire national et les essais ou tirs de munitions téléopérées, drones dits kamikazes, interdits, ce qui oblige à les réaliser en haute mer ou en Afrique. Les armées françaises ne sont ainsi ni équipées, ni entraînées pour la guerre de drones qui domine tous les conflits modernes. Les véhicules Jaguar ont été bridés pour des raisons de sécurité au cours de l'exercice Orion, ce qui a réduit considérablement leur performance. L'acquisition de matériel aux États-Unis, mobilisant des technologies uniques ou répondant à des besoins urgents, est privée d'effet par le refus de la Direction générale de l'armement de reconnaître les certifications américaines. Autre aberration, la cyberguerre est soumise aux normes civiles. L'exubérance irrationnelle de la réglementation n'est pas moins présente dans l'Union avec la volonté d'étendre aux armées le droit social, les règles de la commande publique. Les normes civiles de circulation des véhicules ou des navires ou encore les critères ESG avec le projet de taxonomie qui assimile l'industrie de défense à la pornographie et aux jeux d'argent et interdit son financement par les banques et les assurances. Autre faiblesse, la professionnalisation a coupé les armées de la nation, provoquant l'extinction de l'esprit de défense. Les déserts militaires se sont multipliés sur le territoire national. Le fossé s'est creusé entre les militaires opérant essentiellement hors des frontières, à l'exception de l'opération Sentinelle, et les citoyens d'une nation archipélisée. L'image des armées reste excellente, mais les Français ne comprennent plus ni les enjeux ni la nécessité de s'engager dans leur sécurité, alors que même l'Ukraine démontre qu'il n'est pas de défense qui ne soit adossée à la mobilisation d'une nation. Le fossé est tout aussi profond avec nos partenaires européens, dont la méfiance envers les projets français d'Europe de la défense ou d'autonomie stratégique ne cesse de se renforcer. Plus que jamais, ils misent tout sur l'OTAN, avec l'espoir vain d'un alignement total sur les États-Unis qui lui permettrait d'amadouer Donald Trump et de le dissuader de faire imploser l'alliance. C'est tout particulièrement la ligne de l'Allemagne qui conçoit son réarmement comme la construction de la principale plateforme de l'OTAN en Europe à l'horizon 2030. Nous nous devons de préparer la guerre avec les empires autoritaires, Russie en tête, si nous voulons l'éviter. Mais malheureusement, envoyer des troupes qui sont peu munies en munitions et peu dotées en matériel en Ukraine ne fera que nous envoyer dans cette guerre et peut-être nous retirer de l'OTAN
car les autres membres de l'OTAN ne voudront pas rentrer avec l'article 5, ce qui ferait imploser l'OTAN. Et oui, il convient donc d'acter le retrait d'Afrique sans pour autant limiter la défense de la France au territoire national, puisqu'elle implique la protection des infrastructures essentielles dont nous dépendons, des routes maritimes aux câbles sous-marins, en passant par l'accès à l'espace. Enfin, il est essentiel de rappeler que notre pays, la France, pour n'avoir pas succombé aux illusions de la fin de l'histoire, dispose d'atouts majeurs, heureusement, pour réaliser la modernisation de son système de défense, mais il est temps de se réveiller. Une armée d'emploi disposant d'une expérience étendue du combat, un excellent capital humain, le sens et le goût du service de l'État, que les armées sont la dernière administration à cultiver, des compétences rares, parfois au meilleur niveau mondial, comme dans les opérations subaquatiques, une base industrielle disposant de points forts dans l'aérien et le maritime, qui peut être redéveloppé pour devenir un puissant levier de croissance. Mais il faut, bien entendu, une volonté politique. La première urgence consiste à réarticuler la dissuasion nucléaire à la manœuvre conventionnelle. Face à une Russie qui utilise le nucléaire pour sanctuariser l'agression des États voisins et terroriser les Européens, compte tenu de la certitude de l'affaiblissement de l'OTAN et de la possibilité d'un retrait brutal des États-Unis, la réintroduction d'armes nucléaires tactiques, comme le Pluton précédemment, dans l'arsenal français, devrait être mise à l'étude. Elle serait un signal très clair adressé à Moscou comme un moyen de protéger nos forces et de renforcer la dissuasion en couvrant tout le spectre d'une éventuelle escalade. Les cibles fixées par la loi de programmation militaire en matière de blindés, d'artillerie, d'avions et de bâtiments de combat doivent être rehaussées pour disposer d'au moins 2 divisions blindées en 2030 et mettre l'accent sur les systèmes permettant de casser les stratégies de déni d'action, à l'image des sous-marins nucléaires d'attaque. Des programmes d'urgence ont par ailleurs vocation à être engagés pour combler le retard accumulé au niveau des drones et de reconstituer les stocks de rechange et surtout de munitions. Le durcissement des forces conventionnelles devrait être couplé au renouveau de l'esprit de défense par le rétablissement du service militaire pour une durée d'1 an, en s'inspirant bien entendu de la Suède. L'objectif consisterait à créer des unités légères de 50 000 hommes qui seraient déployées sur l'ensemble du territoire national avec pour mission d'assurer sa défense. Les meilleurs et les plus motivés des appelés se verraient proposer un contrat d'engagement. Deuxième priorité, enclencher la remontée en puissance de l'industrie de défense, relocaliser les productions stratégiques comme les munitions ou les armes légères, et nous l'avons demandé depuis de nombreuses années, et combler le retard abyssal et inexcusable pris sur le plan des drones, alors que nous avons toutes les compétences, mais que pour l'instant, rien n'est acheté, ou presque, par la DGA. Uniquement des drones UX-11 de chez Delair, qui sont en réalité des drones en polystyrène qui avaient été mis au point pour l'agriculture de précision et où le capteur multispectral a été supprimé pour mettre de l'explosif. Tout cela implique une double révolution des pouvoirs publics. Du côté de l'État, il est impératif de passer des commandes de long terme, sans lesquelles les industriels ne peuvent ni investir dans de nouvelles capacités, ni abandonner la priorité donnée aux exportations, tout en débureaucratisant la direction générale de l'armement. Du côté de l'Union européenne, la nouvelle Commission européenne devrait comprendre un commissaire à la défense qui aurait pour mission de réorienter vers l'armement une partie des fonds
du plan de relance de 750 milliards d'euros qui n'ont été consommés qu'à hauteur de 25% et de placer le secteur de la défense hors du champ des normes ESG, du devoir de vigilance ou de la taxonomie. Il n'y aura pas de défense de l'Europe sans les Européens et les puissances du continent, y compris le Royaume-Uni. Valorisant l'OTAN, qui constitue un bien commun, malheureusement européen, car il n'y a pas de politique européenne de sécurité et de défense réelle. Organisons le déploiement des moyens multinationaux européens en Europe, centrale et orientale. Construisons des partenariats, négociations avec les Britanniques d'un second traité de Lancaster House pour coordonner notre réarmement. Relance du dialogue avec l'Allemagne autour de l'aide à l'Ukraine. Organisation du contrôle de la Méditerranée avec l'Italie, l'Espagne et la Grèce, ou de la Baltique avec la Suède, la Finlande et les pays baltes. La reconstruction d'un système de défense apte à assurer la sécurité de la France face aux menaces du XXIe siècle implique un effort financier supplémentaire qui devrait tendre vers 3% du PIB. Dans un contexte de surendettement catastrophique de notre pays, il ne peut être financé que par la réorientation d'une partie des transferts sociaux qu'il culmine actuellement à 34% du PIB. Il faut donc remettre la France au travail, supprimer le RSA et augmenter les gens au travail en diminuant les primes de chômage. Face à la menace existentielle des empires autoritaires, le réarmement de la France devra être aussi intellectuel et moral. Le général de Gaulle n'avait pas hésité lors de la guerre d'Algérie à rappeler aux militaires ce principe cardinal. Vous n'êtes pas l'armée pour l'armée, vous êtes l'armée de la France, vous n'existez que par elle et à son service. Le temps nous est aujourd'hui compté pour refaire l'armée de la France au service de la défense de notre liberté. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.